Je suis allé me recueillir devant le cercueil de Diana le lendemain de l'avoir écrit, et je le lui ai lu. J'ai ressenti une sorte d'innocence en elle. C'était bouleversant. Et si tout ce que nous pensions savoir des dernières années de la princesse Diana reposait sur un tissu de mensonges? Et si les secrets qu'elle a emportés dans la tombe ne concernaient pas seulement des liaisons et des mariages brisés, mais quelque chose de bien plus sinistre? Aujourd'hui, nous dévoilons une vérité si bouleversante qu'elle a fait pleurer la princesse Anne et pousser le prince William à constituer une équipe pour enquêter sur ce qui est réellement arrivé à sa mère. Ce n'est pas une simple histoire royale. Il est question de tromperie au plus haut niveau, de fausses preuves, d'effractions mystérieuses et d'une dissimulation qui a peut-être coûté la vie à Diana. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la princesse du peuple. L'interview qui a tout changé. Revenons à novembre 1995. La princesse Diana accorde ce qui va devenir l'interview royale la plus regardée de l'histoire. Rien qu'en Grande-Bretagne, 23 millions de téléspectateurs ont suivi son interview dans l'émission Panorama de la BBC où elle révélait ses secrets les plus intimes. Vous vous souvenez de ce moment, n'est-ce pas? Nous étions 3 dans ce mariage. Alors c'était un peu serré. Mais voici ce que personne ne savait à l'époque. Diana ne faisait pas que dire la vérité. Elle parlait sous l'emprise d'une paranoïa savamment orchestrée, de mensonges savamment construits et d'une tromperie élaborée. La femme que le monde entier a observée ce soir-là avait été manipulée, terrorisée et dupée par l'institution même censée incarner la vérité et l'intégrité. Comment un journaliste de la BBC relativement inconnu parvient-il à décrocher l'interview royale la plus importante de toute une génération? Comment parvient-il à convaincre une princesse de refuser les propositions d'Oprah Winfrey, Barbara Walters et David Frost, les plus grands noms du journalisme télévisé, pour lui accorder un entretien? La réponse est plus troublante que vous ne pouvez l'imaginer. Tout commence avec 2 faux relevés bancaires et un tissu de mensonges si élaboré. C'est sinistre que lorsque la princesse Anne a finalement appris toute la vérité, grâce à des preuves récemment mises au jour, elle n'a pu retenir ses larmes. L'homme derrière cette supercherie, Martin Bashir. Retenez bien ce nom, car il est au cœur de l'un des épisodes les plus honteux de l'histoire du journalisme britannique. En 1995, il n'était pas encore une célébrité. Journaliste à la BBC, il avait rejoint la chaîne en 1986 et gravi les échelons des programmes locaux à la prestigieuse émission Panorama. Mais voici ce qui rendait Bashir dangereux. Il bénéficiait de l'autorité de la BBC lorsqu'il s'adressait aux représentants de Panorama. Cela avait une certaine importance. Panorama n'était pas le National Enquirer. C'était, et c'est censé être encore, l'une des émissions de journalisme d'investigation les plus respectées au monde. Ce que dit Panorama est considéré comme parole d'évangile. Ainsi, lorsque cet homme a approché Charles Spencer, le frère de Diana, avec des preuves d'un complot visant à assassiner la princesse, on l'a cru. Lorsqu'il a présenté des relevés bancaires prouvant que des employés du palais étaient payés pour espionner la princesse, cela a paru crédible. Après tout, il travaillait pour la BBC. Mais ces relevés bancaires, entièrement falsifiés, créés par un graphiste du nom de Matt Weasler, qui a innocemment produit de faux documents financiers pour Bashir, sans se douter qu'ils seraient utilisés contre une femme vulnérable, traversant la période la plus difficile de sa vie. Pouvez-vous imaginer être Diana à ce moment-là? Séparée de son mari, isolée de la famille royale, le moindre de ses gestes scrutés par les médias du monde entier. Et puis, ce journaliste de confiance arrive avec des preuves que votre entourage est payé pour vous trahir, que votre mari complote votre meurtre, que vous ne pouvez faire confiance à personne. Un tissu de mensonges. Laissez-moi vous dire exactement ce que Martin Bashir a dit à Diana et à son frère, Charles Spencer. Il ne s'agit pas de rumeurs ni de spéculations. Ce sont des affirmations documentées de Bashir. Et Charles Spencer a pris des notes détaillées de chaque réunion. Bashir a d'abord affirmé que le prince Charles projetait de faire assassiner Diana, et non pas seulement de divorcer ou de l'écarter. Deuxièmement, il a prétendu que le prince Charles voulait épouser la nounou, Tiggy Lega Bourke, et que pour cela, il fallait éliminer Diana et Camilla. Imaginez un peu? Il disait à Diana que non pas mais 2 femmes étaient condamnées à mort. Troisièmement, il leur a affirmé que le prince Edward était atteint du sida et était secrètement soigné dans un hôpital londonien spécialisé dans le traitement du cancer. Une pure invention destinée à faire croire que la famille royale dissimulait d'énormes scandales. Et voici une autre histoire presque risible, si elle n'était pas si tragique.
Bashir prétendait que le prince William, alors âgé de 13 ans, avait reçu une montre spéciale digne de James Bond, capable d'enregistrer les conversations. L'implication? Que le propre fils de Diana était utilisé pour l'espionner. Or, Charles Spencer est un homme intelligent. Assis dans cet appartement de Knightsbridge, prenant des notes, il comprit rapidement que quelque chose clochait. Ce sont ses mots exacts. Il pensait que Bashir racontait n'importe quoi. À la fin de la réunion, il prit Diana à part et s'excusa de lui avoir fait perdre son temps avec ce mythomane. Mais voici le drame. Charles a fatalement supposé que Diana avait elle aussi percé à jour les mensonges de Bashir. Il pensait qu'elle avait compris que tout cela n'était que pure absurdité. Elle ne l'avait pas cru, elle y croyait. Et pendant les 47 jours qui ont séparé cette première rencontre de l'interview pour Panorama, Bashir a manipulé Diana, lui inculquant paranoïa et peur. Les cambriolages mystérieux. C'est là que l'histoire prend une tournure encore plus sombre. Quelques jours après la diffusion de l'interview dans l'émission Panorama, 2 cambriolages très particuliers ont eu lieu. Coincidence? Laissez-moi vous exposer les faits. À vous de juger. Matt Weisler, le graphiste qui a créé les faux relevés bancaires, a vu son appartement cambriolé en 2. Rien n'a été volé, sauf un petit étui en plastique contenant des disquettes. Ces disquettes contenaient les éléments graphiques servant à falsifier les relevés bancaires. C'était la seule chose qui manquait après tout le cambriolage. Quelques jours plus tard, la maison de Mark Killick, le producteur qui travaillait avec Bashir, a été saccagée. Là encore, rien de valeur n'a été volé. Son bureau était sens dessus dessous. Les tiroirs étaient vidés. Les papiers étaient éparpillés. Alors, qui était derrière ces cambriolages? Examinons ensemble les différentes possibilités. La BBC aurait-elle tenté de dissimuler des preuves? Cela paraît improbable. Car Matt avait déjà conservé des copies papier des relevés bancaires. De plus, ces relevés avaient été faxés à plusieurs personnes. La BBC le savait. Voler les fichiers numériques n'aurait servi à rien. Était-ce des journalistes concurrents qui cherchaient à obtenir des informations confidentielles? C'est possible. Mais réfléchissez-y. Si vous volez des preuves et publiez ensuite un article basé sur ces preuves, n'admettez-vous pas implicitement avoir commis le cambriolage? Était-ce Bashir lui-même? Là encore, même problème que pour la théorie de la BBC. Les preuves étaient déjà publiques. Il nous reste donc l'hypothèse la plus troublante. Les services de renseignement britanniques, les MI5, la MI6 ou le GCHQ qui surveillaient déjà Diana. Et s'ils voulaient savoir exactement ce que Bashir avait dit à Diana? Et s'ils voulaient comprendre ce que Diana savait ou croyait au sujet des prétendus complots contre sa vie? Je sais que cela ressemble à une théorie du complot. Mais n'oublions pas qu'il s'agit de la princesse de Galles, dont les conversations téléphoniques étaient interceptées, dont chacun de ses mouvements était surveillé. Est-il vraiment si improbable que les services de renseignement aient voulu savoir ce qu'un journaliste de la BBC lui avait confié? La BBC a été manipulée. C'est là que l'histoire devient non seulement tragique, mais aussi d'une négligence criminelle. La BBC était au courant. Elle a su presque immédiatement que Bashir avait utilisé de faux documents et inventé des histoires pour obtenir l'interview de Diana. Et ils n'ont rien fait. Le cinéaste primé Andy Webb a commencé à enquêter sur cette affaire en 2007, en adressant des demandes d'accès à l'information à la BBC afin d'obtenir des documents concernant leur enquête interne et les méthodes de Bashir. Savez-vous ce qu'ils lui ont dit? Ils ont affirmé qu'aucun document de ce type n'existait. Ils ont menti. Noir sur blanc. Sur papier, à en-tête officielle de la BBC, ils ont prétendu qu'il n'y avait aucun document concernant l'enquête. Mais il y avait des documents. Beaucoup. Et en 2020, 13 ans après la première demande de Webb, seulement 48 heures avant la diffusion de son documentaire, la BBC a soudainement retrouvé ces documents et les lui a envoyés. Pourquoi ce revirement soudain? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient être démasqués. Et même alors, même lorsqu'ils ont finalement publié les documents, ceux-ci contenaient des mensonges. Un rapport affirmait que c'était Charles Spencer qui avait montré les documents à Bashir, et non l'inverse. Une réécriture complète de la vérité, conçue pour dédouaner leurs journalistes. Imaginez travailler pour une organisation en laquelle vous aviez confiance, croire en la mission de vérité et d'intégrité de la BBC, et découvrir ensuite qu'elle a menti pendant 25 ans sur la façon dont elle a obtenu l'interview la plus importante de son histoire, qu'elle a dissimulé la supercherie qui a rendu une princesse vulnérable et paranoïaque. Le regret de Diana. Voilà une histoire qui brise le cœur de beaucoup de gens à chaque fois qu'ils y pensent. Diana a profondément regretté son interview à Panorama. Selon Rosa Monckton, une de ses amies les plus proches, Diana a réalisé qu'elle avait été manipulée. Elle a compris, trop tard,
qu'elle avait été trompée. Et puis il y a ce moment absolument déchirant, qui vous dit tout. La veille de la diffusion de l'interview, Diana s'est entretenue avec le prince William. Il n'avait que 13 ans et était encore élève à Eton. D'après les témoignages, il a regardé l'interview seul dans sa chambre, en larmes. Imaginez avoir 13 ans et voir votre mère évoquer les détails intimes de la liaison de votre père à la télévision nationale. Imaginez l'entendre parler de ses propres relations, de ses problèmes de santé mentale, de sa boulimie. Imaginez 23 millions de personnes assistant à la souffrance intime de votre famille, transformée en spectacle public. Nul besoin d'être prince pour comprendre cette humiliation. N'importe quel garçon de 13 ans en serait mortifié. Mais pour William, c'était infiniment pire, car le monde entier avait les yeux rivés sur lui. Il est essentiel de suivre ce raisonnement pour comprendre pourquoi la princesse Anne a fondu en larmes en apprenant toute l'histoire de la mort de Diana. 2 ans après l'interview de Panorama, Diana était morte. Tuée dans un accident de voiture dans un tunnel parisien le 30 et 1 août 1997. Version officielle, un conducteur ivre. Paparazzi aggressives, pas de ceinture de sécurité, un accident tragique. Mais voici la question que le prince William se pose, celle que Charles Spencer se pose également, et qui devrait hanter tous ceux qui se soucient de la vérité. Quel est le lien entre l'interview de Panorama et ce tunnel parisien? La réponse de Charles Spencer? Il qualifie les conséquences de l'interview de Panorama de mortel. C'est son mot, mortel. Voici pourquoi. Avant son interview pour Panorama, Diana bénéficiait d'une protection royale. Des agents de sécurité professionnels étaient formés pour assurer sa sécurité. Elle pouvait compter sur le soutien de conseillers et d'amis de confiance. Oui, son mariage avait échoué. Oui, elle était séparée de Charles, mais elle était protégée. Après l'interview, après que Bachir lui eut inculqué l'idée que tous ceux qui l'entouraient étaient impayés pour la trahir, que l'on ne pouvait faire confiance aux officiers de la protection royale. Le personnel du palais l'espionnait. Suite à cela, Diana a systématiquement rompu tout contact avec tous ceux qui la protégeaient. Lorsqu'elle s'est rendue à Paris en août 1997. Qui veillait sur elle? Pas des agents de protection royale expérimentés. Elle dépendait plutôt du dispositif de sécurité rudimentaire et inefficace de Mohamed Al-Fayed, comme l'a décrit un enquêteur. Des gardes du corps l'ont placée dans une voiture conduite par un homme ivre. Une sécurité qui a connu un échec catastrophique. Diana aurait-elle fait les mêmes choix si la BBC avait agi correctement? Si quelqu'un de la BBC était allé la voir en 1996 et lui avait dit « Votre Altesse royale, nous devons vous dire quelque chose. Martin Bashir, l'homme qui vous a interviewé, est un mythomane. Toutes ces histoires de complot, d'espionnage et de machination qu'il vous a racontées, ce n'était pas vrai. Rien de tout cela n'était vrai. Diana serait-elle encore en vie aujourd'hui si elle avait connu la vérité? » Déclaration de William, le 20 mai 2021. Le rapport officiel de Lord Dyson sur l'interview de Panorama a été publié. Le rapport a tout confirmé. Bashir avait utilisé de faux documents, avait menti à plusieurs reprises, et la BBC avait étouffé l'affaire. Le même jour, le prince William a accompli un geste extraordinaire. Il est apparu devant la caméra et a fait une déclaration directe. Aucun discours préparé lu par un porte-parole. Aucun communiqué de presse soigneusement rédigé. William s'exprime directement, avec ses propres mots, sur ce qui est arrivé à sa mère. Vous entendez ce qu'il dit? Il n'est pas seulement en colère contre Bashir, il affirme que la direction de la BBC, les plus hauts responsables, étaient au courant et ont étouffé l'affaire. Ils ont détourné le regard. Et il y a autre chose, quelque chose qui devrait tous nous inquiéter. William a dit que sa mère l'aurait su, en passé. Car lorsque la vérité a finalement éclaté, Diana était décédée depuis 24 ans. La BBC a eu 25 ans pour dire la vérité. Elle a eu 25 ans pour mener une enquête approfondie. Elle a eu 25 ans pour révéler à Diana ce qui lui avait été fait. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré protéger leur réputation. L'enquête de William. Mais voici ce que beaucoup ignorent. William ne se contente pas de publier des communiqués. Selon des sources proches de l'enquête, il a des personnes sur le dossier. Il a constitué une équipe chargée d'enquêter sur les événements de 1995, de 1996 lors de la dissimulation et plus récemment, lorsque la BBC a eu l'occasion de faire preuve de transparence mais ne l'a pas fait. Que recherchent-ils? Ils veulent savoir qui savait quoi et quand. Ils veulent comprendre toute l'ampleur de la supercherie. Ils veulent savoir qui a pris la décision d'étouffer l'affaire et pourquoi ils exigent des comptes. Et voici un élément qui devrait inquiéter fortement toutes les personnes impliquées.
William a accès à des ressources et à des informations auxquelles les journalistes ordinaires n'ont pas accès. Il peut exiger des enquêtes d'une manière inaccessible aux citoyens ordinaires. Lorsque le futur roi d'Angleterre réclame des réponses, on a tendance à les lui fournir. Réfléchissez à ce que cela signifie pour Guillaume. Il avait 13 ans lorsqu'il a vu cette interview. 2 ans plus tard, sa mère décédait. Pendant 25 ans, il a su que quelque chose clochait, que sa mère avait été manipulée, que la BBC avait menti. Et pendant la majeure partie de cette période, il a dû se taire, faire preuve de diplomatie, éviter de faire des vagues. Mais maintenant, il est prince de Galles. Il est l'héritier du trône. Et il ne se tait plus. La réaction de la princesse Anne. Quel est donc le rôle de la princesse Anne dans tout cela? Pourquoi a-t-elle fondu en larmes? Anne a toujours été l'un des membres les plus discrets de la famille royale. Elle est connue pour son franc-parler, son incroyable éthique de travail et son dévouement. Elle ne s'adonne pas à des démonstrations d'émotion en public. Elle ne donne pas d'interviews révélatrices. Comme le dit l'adage britannique, elle garde son calme et continue comme si de rien n'était. Mais selon des sources ayant consulté les preuves récemment mises au jour, des documents détaillant l'ampleur des manipulations subies par Diana, le nombre de mensonges proférés par Bashir et la manière dont la BBC a étouffé l'affaire, la réaction d'Anne a été immédiate et viscérale. Voici pourquoi. Anne connaissait Diana. Leur relation était compliquée, comme c'est souvent le cas entre belles-sœurs. Elles n'étaient pas particulièrement proches, et des tensions sont certainement apparues au fil des ans. Mais Anne est aussi une mère. C'est aussi une femme qui a passé toute sa vie sous les feux des projecteurs, qui comprend les pressions liées à la vie royale, qui sait ce que c'est que d'être scrutée par les médias du début à la fin. Et lorsqu'elle a vu les preuves des actes de terreur subis par Diana, avec de fausses preuves de complot d'assassinat, lorsqu'elle a compris comment cette interview avait isolé Diana de tous ceux qui auraient pu l'aider, lorsqu'elle a réalisé que Diana était morte en croyant que sa propre famille voulait sa mort, c'en était trop. Selon certaines sources, Anne a dû quitter la pièce lors de la présentation de certains documents. On l'a vu essuyer ses larmes. Cette femme, qui a honoré plus de 500 engagements royaux chaque année sans jamais se plaindre, qui s'est fracturé le dos lors d'une chute d'équitation et a repris le travail immédiatement, qui n'a jamais cherché la pitié ni l'attention, s'est effondrée. Car à cet instant précis, elle a compris quelque chose d'horrible. Le lien entre les mensonges de Bashir et ce tunnel parisien était peut-être plus direct et plus évident qu'on ne voulait l'admettre. L'épreuve ADN. Vous vous demandez peut-être de quel test ADN il s'agit dans notre titre. Je vais vous expliquer ce que cela signifie dans ce contexte. Récemment, une analyse médico-légale des documents a été effectuée sur les relevés bancaires falsifiés originaux et les documents connexes. Grâce à des techniques avancées qui n'existaient pas en 1995, les enquêteurs ont pu prouver de manière définitive, avec une certitude scientifique, qui a créé ces documents, quand ils ont été créés, comment ils ont été modifiés et, surtout, qu'ils ont été utilisés spécifiquement pour tromper Diana. Il ne s'agit plus de preuves circonstancielles. Il ne s'agit plus de simples témoignages contradictoires. Il s'agit de preuves médico-légales, de preuves ADN, qui confirment précisément le dernier secret de Diana. Elle n'était pas paranoïaque. Elle n'était pas mentalement instable. Elle n'exagérait pas. Elle était systématiquement trompée par des personnes en qui elle avait confiance. Pendant des années, certains ont minimisé les craintes de Diana, les attribuant à un trouble mental. Elle a toujours été paranoïaque, disaient-ils. Elle imaginait des complots de partout. On prétendait que l'interview de Panorama était souvent utilisée comme preuve que Diana avait perdu le contact avec la réalité. Mais maintenant, nous connaissons la vérité. La paranoïa de Diana était fabriquée de toutes pièces. Elle a été délibérément créée par une journaliste en quête d'une interview sensationnelle, prête à tout pour y parvenir. Et elle a été rendue possible grâce à une institution plus soucieuse de son audience et de sa réputation que de la vérité. Les questions juridiques. Alors pourquoi personne n'a-t-il été poursuivi? C'est ce que tout le monde veut savoir. Martin Bashir a commis ce qui semble être un faux manifeste. Il semblerait que les dirigeants de la BBC aient tenté de dissimuler l'affaire. Pourquoi personne n'a-t-il été poursuivi au pénal? Des experts juridiques ont confirmé que les agissements de Bashir remplissent tous les critères d'une poursuite pour faux et usage de faux. Les preuves sont accablantes. L'intention est avérée, le préjudice causé est indéniable. Et pourtant, aucune poursuite n'a été engagée. Charles Spencer, le frère de Diana, a insisté pour que des poursuites soient engagées. Il a dialogué avec de hauts responsables de la police et a clairement fait savoir qu'il souhaitait que des mesures soient prises.
La police a même admis que certains agissements étaient manifestement malhonnêtes. Pourtant, elle a décidé de ne pas engager de poursuites. Pourquoi? C'est la question qui hante les esprits. Est-ce que c'est parce que des poursuites soulèveraient des questions sur les autres personnes au courant et sur ce qui a été dissimulé? Charles Spencer a envisagé d'intenter lui-même une action en justice. Il a consulté des avocats, examiné les coûts, estimés entre 300 et 500 livres sterling, et s'est demandé: devrais-je dépenser un demi-million de livres pour faire le travail qui incombe à la police? Finalement, il y a renoncé. Mais la question demeure. Où sont les responsables? Qui paie pour ce qui a été fait à Diana? Quelles sont les implications plus larges? Voici pourquoi cette histoire dépasse le cadre de la famille royale. Il ne s'agit pas seulement de la princesse Diana. Il s'agit de la confiance dans les institutions. Il s'agit de ce qui se passe lorsque des organisations censées servir la vérité publique décident que protéger leur réputation est plus important que l'honnêteté. La BBC est financée par les contribuables britanniques. En Grande-Bretagne, chaque foyer possédant un téléviseur doit payer une redevance audiovisuelle qui finance la BBC. C'est le principe. Le public finance la BBC. En contrepartie, la BBC fournit un journalisme honnête, précis et digne de confiance. Or, ce qui s'est passé ici est tout le contraire. La BBC a utilisé ses fonds publics et sa réputation de fiabilité pour perpétrer l'une des tromperies les plus honteuses du journalisme moderne. Et puis, pendant 25 ans, elle a menti à ce sujet. Réfléchissez à ce que cela signifie pour toutes les autres histoires de la BBC auxquelles vous avez cru. Réfléchissez à ce que cela signifie pour la confiance dans le journalisme en général. C'est la BBC. La référence en matière de services publics audiovisuels peut agir ainsi en toute impunité. Qu'est-ce que cela révèle sur l'intégrité des médias? Et il ne s'agit pas seulement de journalisme. Il s'agit de la manière dont les institutions se protègent au détriment des individus. Diana était une personne seule, vulnérable et isolée, face à l'une des organisations médiatiques les plus puissantes au monde. Elle n'a jamais eu la moindre chance. Combien d'autres personnes ont été broyées par des institutions qui ont préféré leur réputation à la vérité? Combien d'histoires ont été étouffées, dissimulées, déformées, par commodité plutôt que par honnêteté? Le parallèle avec Harry. Il y a une ironie douloureuse dans tout cela. Le prince Harry, le fils cadet de Diana, a passé ses dernières années à évoquer sa relation difficile avec les médias. Il a intenté des procès à des journaux, donné des interviews explosives et écrit des mémoires relatant ses difficultés. Nombreux sont ceux qui ont critiqué Harry, le jugeant trop susceptible, trop colérique et trop enclin à imputer ses problèmes aux médias. On l'a comparé défavorablement à William, qui semble gérer la pression médiatique avec plus d'élégance. Mais voici ce que ses critiques ignorent. Harry a vu ce qui est arrivé à sa mère. Il a vu comment les médias l'ont manipulé, trompé, puis l'ont tenu responsable des conséquences. Il avait 12 ans à la mort de Diana. Et il a passé toute sa vie d'adulte à se débattre avec la question de savoir si les médias avaient tué sa mère. Maintenant, avec ces nouvelles preuves, avec la confirmation de l'ampleur des mensonges dont Diana a été victime, les inquiétudes de Harry paraissent bien moins paranoïaques. N'est-ce pas? Sa colère envers la presse semble bien plus justifiée. Sa détermination à protéger sa famille de la manipulation médiatique est parfaitement compréhensible. La leçon à tirer n'est pas que Harry devrait suivre l'exemple de William. C'est que les deux frères font face à un traumatisme insurmontable, chacun à sa manière. William canalise sa douleur dans l'enquête et la recherche de la vérité. Harry, Louis, la canalise dans la protection et la distance. Les deux réactions sont valables. Les deux réactions sont compréhensibles. Et les deux frères méritent mieux que ce qui a été fait à leur mère. Alors, à quoi ressemblerait la justice aujourd'hui? Diana n'est plus là. On ne peut pas effacer ce qui lui a été fait. Mais on peut faire en sorte qu'il y ait des conséquences et que cela ne se reproduise plus jamais. Tout d'abord, Martin Bashir devrait être poursuivi pour faux et usage de faux. Le fait qu'il réside actuellement aux États-Unis ne saurait le soustraire à ses responsabilités. Le gouvernement britannique devrait demander son extradition et il devrait être jugé pour ses actes. Deuxièmement, les dirigeants de la BBC ayant participé à la dissimulation doivent être tenus responsables. Cela pourrait impliquer des poursuites pénales pour manquement à leurs obligations professionnelles. À tout le moins, cela devrait signifier la fin de leur carrière et la reconnaissance publique de leurs actes. Troisièmement, la BBC devrait en subir les conséquences financières. La succession de Diana, 16 fils, son frère. Tous devraient avoir droit à des dommages et intérêts importants pour le préjudice causé par les agissements de la BBC.
Ces dommages et intérêts devraient être couverts par les fonds propres de la BBC et non par la redevance audiovisuelle. Quatrièmement, une réforme systémique s'impose. Le système de traitement des plaintes internes de la BBC a manifestement échoué. Il est nécessaire de créer un organisme indépendant doté de pouvoirs réels pour enquêter sur les manquements à la déontologie journalistique et en appliquer les sanctions. L'autorégulation est inefficace. Enfin, il est indispensable de rendre des comptes publiquement et intégralement sur les événements. Pas une nouvelle enquête interne contrôlée par la BBC. Une enquête publique indépendante, dotée du pouvoir d'exiger des témoignages et des documents. Le peuple britannique mérite de connaître toute la vérité sur les agissements de l'une de ses institutions les plus respectées. Conclusion. Nous en revenons donc à notre point de départ. La princesse Anne, en larmes, après avoir vu les preuves des atrocités commises contre Diana. William, qui constitue une équipe pour obtenir des réponses qui auraient dû être apportées il y a des décennies. Harry, qui lutte pour protéger sa famille des mêmes forces qui ont détruit sa mère. Et Diana elle-même, disparue depuis près de 30 ans, mais toujours au cœur des questions de vérité, de mensonges et de responsabilité. Les preuves ADN, les preuves médico-légales des falsifications, les mensonges avérés, la dissimulation confirmée, ont enfin révélé le dernier secret de Diana. Non pas qu'elle fût paranoïaque, non pas qu'elle fût instable, non pas qu'elle ait fait de mauvais choix. Le secret, c'est qu'elle a été systématiquement trompée par des personnes en qui elle aurait dû pouvoir avoir confiance. Et ensuite, tenue responsable des conséquences de cette tromperie. Nous aimons nous souvenir de Diana comme de la princesse du peuple. Elle était celle qui apportait chaleur et humanité à la famille royale. Et elle l'était. Mais elle fut aussi victime de la cruauté institutionnelle, de manipulation médiatique, d'hommes qui ont préféré leur ascension professionnelle à son bien-être. La question est maintenant, que ferons-nous? Exigerons-nous des comptes? Ferons-nous pression pour un changement systémique? Veillerons-nous à ce que cela ne se reproduise plus jamais? Ou passerons-nous simplement au prochain scandale royal? À la prochaine polémique médiatique? À la prochaine histoire qui capte notre attention un instant avant de retomber dans l'oubli? Les larmes versées par la princesse Anne n'étaient pas seulement pour Diana. Ils étaient pour nous tous, pour ce que nous avons perdu en laissant le mensonge triompher de la vérité. Il est temps de réparer cette injustice. Si cette enquête vous a autant inquiété que moi, je vous demande d'agir. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo et de passer à autre chose. Partagez-la. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Ouvrons le débat sur la responsabilité institutionnelle et l'éthique des médias. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous allons continuer à suivre cette affaire. L'équipe de William poursuit son enquête. D'autres révélations sont à venir. Davantage de personnes devront rendre des comptes, et nous serons là pour tout couvrir. Et surtout, la prochaine fois que vous vous informez, quelle que soit la source, même les institutions les plus fiables, souvenez-vous de Diana. N'oublions pas que la réputation ne garantit pas la vérité. N'oublions pas que nous avons la responsabilité de questionner, de vérifier et d'exiger mieux. L'héritage de Diana ne devrait pas se résumer à des œuvres caritatives, à la mode et à sa générosité. Il devrait également être question de l'importance de la vérité, du danger de la tromperie institutionnelle et du courage nécessaire pour s'opposer aux organisations puissantes qui abusent de la confiance des citoyens. Merci de votre attention. Merci de votre intérêt. Et merci d'avoir contribué à ce que ce qui est arrivé à la princesse Diana ne se reproduise jamais. Justice pour Diana. Vérité pour nous tous.